Un jour, je me suis retrouvée dans une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé lorsque j'ai emmené mon mari chez le médecin pour un simple bilan de santé. Ce qui devait être une visite de routine a bouleversé mon monde. Le docteur Laurence, avec une expression inquiète, m'a fait part de nouvelles choquantes concernant mon mari. La gravité dans ses yeux m'a fait comprendre que ce n'était pas une blague. J'ai ressenti une vague de panique et d'incrédulité m'envahir. Mon mari, dont j'avais pris soin pendant sa maladie, devenait maintenant une source de peur et de préoccupation. Le docteur Laurence m'a averti de considérer ma sécurité, suggérant que je devrais peut-être m'éloigner de mon mari. Ces paroles m'ont laissé bouleversée et terrifiée. Je m'appelle Betty Friedan, et je suis une femme de 50 ans qui a consacré 10 ans à travailler dans une entreprise pharmaceutique. Cet endroit est devenu ma seconde maison, offrant réconfort et un sentiment d'appartenance. Malgré mon âge, j'ai continué à travailler à plein temps, gagnant le respect et l'admiration de mes collègues. Peu de gens de mon âge travaillent encore comme moi, mais cela ne m'a jamais dérangée. Ma dévotion au travail était en partie due au fait que je suis restée célibataire jusqu'à il y a 4 ans. Mon supérieur, Gérald, et moi partagions un lien étroit, en partie parce que nous étions tous deux célibataires. Il m'a une fois demandé en plaisantant si je me marierais un jour, un commentaire qui aurait pu être mal interprété, mais je savais que c'était sur un ton humoristique. À cette époque, je sortais secrètement avec Richard, qui allait devenir mon mari. Richard était un peu plus âgé, précédemment marié et divorcé. Je n'avais pas l'intention d'avoir des enfants. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'un service de conseil matrimonial, cherchant tous deux de la compagnie pour nos années à venir. Nous avons choisi de garder notre relation privée, ne partageant nos plans avec personne, même lorsque mon supérieur plaisantait légèrement sur le mariage. Finalement, Richard et moi nous sommes mariés discrètement, sans cérémonie, en signant simplement les papiers nécessaires à la mairie. La simplicité du processus m'a surprise, mais j'étais enthousiasmée par notre avenir ensemble. Mais maintenant, face à l'avertissement alarmant du docteur Laurence, j'étais obligée de tout réévaluer. Mes sentiments de compassion pour mon mari malade étaient désormais entremêlés de peur et d'incertitude. Les paroles du docteur Laurence résonnaient dans mon esprit, m'incitant à prendre des mesures pour ma propre sécurité. Alors que je restais là, essayant de traiter la situation, je me rendis compte que je devais prendre une décision, et vite. La vie que je connaissais et l'avenir que j'avais imaginé étaient soudainement en terrain incertain. Richard travaille dans une usine. Pour être honnête, je gagne plus que lui. Richard a commencé à y travailler juste après avoir terminé le lycée. Quant à moi, j'ai grandi dans un orphelinat et j'ai toujours rêvé d'être indépendante. C'est pourquoi je n'ai pas voulu quitter mon emploi dans l'entreprise pharmaceutique, même après notre mariage. J'aimais trop mon travail. Quand Richard et moi nous sommes mariés, j'ai immédiatement informé mon supérieur, Gérald. Il m'a félicité, mais j'ai pu percevoir qu'il avait des sentiments mitigés. Peut-être se sentait-il un peu seul, parce que moi, sa compagne de célibat, m'étais mariée en premier. J'ai essayé de plaisanter avec lui à ce sujet, mais il a esquivé la conversation, alors j'ai laissé tomber. Malgré la réaction de Gérald, j'étais aux anges de commencer un nouveau chapitre avec Richard. J'imaginais toutes les merveilles que notre avenir nous réservait, mais la réalité s'est avérée moins brillante que mes rêves. La vie de jeune mariée était plutôt ordinaire, cela n'a pas beaucoup changé pour moi. J'ai continué à travailler, et le plus grand changement a probablement été de déménager dans une zone plus rurale et de me rendre au travail en voiture plutôt qu'en bus. Richard et moi partagions ma vieille voiture, car il n'en avait pas. Environ 1 an après notre mariage, cependant, les choses ont commencé à se compliquer. Richard a commencé à montrer des signes de dépression. Il semblait étrange, mangeait à peine au petit déjeuner, restait perdu dans ses pensées et confondait même de petites choses, comme les épices. Ses vêtements ne s'accordaient plus, et il était plus silencieux au travail et à la maison. Bien que j'aie toujours apprécié la force silencieuse de Richard, son silence est devenu trop lourd, me donnant l'impression de vivre seul. Cette solitude a commencé à m'envahir lorsque j'ai remarqué ces petites mais significatives changements chez lui. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Richard pourrait être confronté à un problème de santé mentale. Voir quelqu'un que vous aimez souffrir sans savoir comment l'aider est incroyablement difficile.
J'ai décidé d'emmener Richard dans une clinique spécialisée en santé mentale et physique, où il a été diagnostiqué avec une dépression. J'avais une compréhension basique de la dépression, mais entendre ce diagnostic a rendu le monde un peu plus sombre. Le médecin a expliqué que la meilleure façon de combattre la dépression est de s'attaquer directement à la cause profonde. Cependant, identifier la cause exacte de la dépression de Richard était un défi. Il travaillait dans la même usine depuis des années sans problème, et rien de significatif n'avait changé dans son travail. Si quelque chose avait changé, je craignais que notre mariage, d'une certaine manière, contribuait à son état. Lors de nos discussions avec le médecin, j'ai assuré que nous menions une vie heureuse et que nous ne pouvions identifier aucune pression directe à la maison qui aurait pu conduire Richard à cette condition. Le médecin nous a encouragés à revenir si nous remarquions des changements ou si nous avions des idées sur les causes possibles de la dépression de Richard. Malgré plusieurs visites à la clinique, nous n'avons pas réussi à trouver la racine de la souffrance de Richard. Avec le temps, sa dépression s'est seulement approfondie. Lors de ses pires jours, Richard sortait à peine du lit, tourmenté par des maux de tête ou appelant au travail pour dire qu'il était malade. Son appétit a disparu, et il a perdu une quantité significative de poids. Finalement, il n'a pas pu continuer à travailler et a dû quitter son emploi. Richard se sentait terriblement coupable de mettre tout le fardeau financier sur moi, mais je l'ai rassuré en disant que cela ne me dérangeait pas de continuer à travailler, ma principale préoccupation était son bien-être. C'était difficile de le voir aussi affecté, et je m'inquiétais constamment pour lui, surtout quand j'étais au travail. Il y a eu un incident où il est sorti et n'a pas réussi à retrouver son chemin jusqu'à la maison, ce qui m'a fait craindre qu'il ne lutte pas seulement contre la dépression, mais peut-être aussi contre la démence. Cette possibilité a encore accru mon stress. Quand mes collègues me demandaient comment les choses allaient, je devais admettre que Richard ne s'améliorait pas. Voir quelqu'un que vous aimez lutter autant sans une manière claire de l'aider est incroyablement difficile. Gérald a remarqué que j'étais particulièrement épuisée un jour et m'a offert une boisson énergisante. La boire m'a fait me sentir un peu mieux, et j'ai été touchée par son geste de soutien. Il m'a rappelé que nous sommes tous ensemble dans ce voyage, et ses paroles m'ont presque fait pleurer. Avec tout ce qui se passait avec Richard, je n'avais pas réalisé combien de stress je m'étais accumulé. Il était clair que je devais rester forte, sinon je risquais de m'effondrer aussi, alors je me suis plongée dans le travail, essayant de maintenir une certaine normalité dans nos vies. Une année a rapidement passé, et les choses avec Richard ne se sont pas améliorées, en fait, elles ont empiré. Alors que notre 3e anniversaire de mariage approchait, je ne voyais aucune lumière au bout du tunnel pour son état. Puis, un matin, j'ai remarqué que notre voiture n'était pas à sa place. Confuse, j'ai vérifié à nouveau, mais la voiture avait bel et bien disparu. Depuis le diagnostic de Richard, j'étais la seule à conduire. Je n'avais pas utilisé la voiture depuis la veille, ce qui signifiait qu'elle aurait dû être à la maison. Inquiète, j'ai demandé à Richard s'il savait quelque chose à propos de la disparition de la voiture. Il a mentionné nonchalamment qu'il pensait que la voiture était là quand il est rentré chez nous hier. Je me souvenais qu'il était sorti un peu pendant que j'étais au travail, le médecin avait suggéré qu'il essaie de marcher ou de courir pour l'aider à gérer la situation. Si la voiture était là quand il est revenu, elle devait avoir disparu à un moment donné pendant la nuit. Avec la voiture disparue, je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser les transports en commun, ce qui m'a fait arriver avec environ 10 minutes de retard au travail. J'ai expliqué la situation à Gérald, qui a été compréhensif mais intrigué par la disparition de la voiture. Il s'est demandé si Richard aurait pu la prendre, mais j'ai écarté l'idée, compte tenu de l'état de Richard et de son aversion pour conduire depuis qu'il était tombé malade, cela n'avait aucun sens. Malgré les pertes de mémoire occasionnelles de Richard et ses fréquents changements d'humeur, je n'arrivais pas à imaginer qu'il puisse être responsable de la disparition de la voiture. Le mystère autour de la voiture ajoutait une couche de complexité à notre situation déjà difficile. Peu de temps après avoir remarqué la disparition de la voiture, je n'ai pas perdu de temps pour la signaler à la police, espérant qu'elle réapparaisse bientôt. Mais, au fond de moi, une inquiétude persistante me hantait, craignant qu'elle ne soit perdue à jamais. Comme si cela ne suffisait pas, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Le jour où j'étais censé recevoir mon salaire, je suis allée à la banque pour retirer de l'argent et j'ai remarqué que mon compte bancaire personnel était vide. J'étais choquée. Nous avions un compte joint,
que j'ai ensuite vérifié, seulement pour découvrir qu'il était également à zéro. Cela m'a complètement déconcerté. Richard et moi partagions le compte joint, mais il n'avait pas accès à mon compte personnel et ne connaissait même pas mon code PIN. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, toutes nos économies avaient disparu. Une vague de choc froid m'a envahi, et dès que je suis rentrée à la maison, j'ai confronté Richard. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose à propos de l'argent disparu de notre compte commun. Il semblait vraiment confus et à nier savoir quoi que ce soit à ce sujet. Étant donné son état mental dû à la dépression, j'hésitais à le presser davantage, craignant que cela n'augmente son stress. Richard, les yeux fixés au plafond, semblait distant, perdu dans l'une de ces fréquentes rêveries attribuées à sa condition. Cela m'a fait me demander s'il pouvait vraiment avoir pris l'argent. Préparant le sujet à aborder avec la police, j'étais prise par l'angoisse de la double perte de notre voiture et de nos économies. La pression financière était intense, aggravée par l'absence d'une famille sur laquelle me reposer, ayant grandi dans un orphelinat sans parents pour me venir en aide. En plein milieu de ces problèmes, il a été suggéré de transférer Richard dans un hôpital plus grand, mieux équipé que la petite clinique psychiatrique communautaire que nous utilisions. La clinique avait atteint ses limites quant à ce qu'elle pouvait faire pour lui et a recommandé un hôpital général pour de meilleurs soins, ils ont même fourni une lettre de recommandation. Nous avons donc décidé de faire notre première visite à l'hôpital général, en prenant un taxi pour y aller. L'expérience était nouvelle et un peu effrayante pour moi, et pendant tout le trajet, Richard est resté silencieux, perdu dans ses pensées. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai pris une grande inspiration, suis entrée et ai remis la lettre de recommandation à la réception, me préparant à une longue attente. Comme c'était un hôpital général très fréquenté, la salle d'attente était remplie de patients, chacun attendant son tour. Après environ 1 heure, Richard a finalement été appelé pour sa consultation. Pendant qu'il entrait, j'ai pris un livre pour passer le temps, mais à peine Richard était-il entré dans le cabinet qu'une infirmière s'est approchée de moi. « Excusez-moi, êtes-vous Madame Simons ?» demanda-t-elle. J'ai confirmé, et elle a mentionné que le médecin souhaitait me voir. J'étais habituée à discuter de l'état de Richard, alors j'ai supposé qu'il s'agissait d'une situation similaire cette fois-ci et je l'ai suivie, bien que légèrement anxieuse. L'infirmière m'a conduite dans une autre salle, où j'ai été accueillie par un médecin qui semblait avoir une dizaine d'années de plus que moi, avec des cheveux gris et un air bienveillant. Avant même que je ne m'installe, j'ai demandé si c'était au sujet de l'état de Richard. Il a acquiescé gravement, et je me suis préparée à recevoir une possible mauvaise nouvelle. Cependant, les mots suivants du médecin m'ont complètement prise de court. Il m'a suggéré de me distancer de mon mari, révélant que Richard avait été emprisonné pour fraude il y a 10 ans. Mon esprit a tourné en confusion. Pourquoi cela surgissait-il maintenant, lors d'une simple visite médicale de routine? Le médecin a expliqué ses soupçons sur la dépression de Richard, suggérant qu'il pourrait feindre. Il a raconté qu'il avait reconnu Richard d'une opération réalisée il y a 10 ans, où il avait traité une profonde coupure à la jambe de Richard. La révélation a été choquante, là où je pensais que nous traitions la santé mentale de Richard, je découvrais son passé caché et une possible tromperie sur son état actuel. Ce tournant inattendu des événements m'a laissé désemparée, tentant de concilier l'époux aimant que je connaissais avec la personne que le médecin décrivait. Quand le médecin a mentionné qu'il reconnaissait une grande cicatrice sur la jambe droite de Richard, tout a commencé à faire sens. Je connaissais la cicatrice, mais je n'en avais jamais su l'origine, car Richard n'en avait jamais parlé. Savoir que le médecin devant moi était celui qui avait traité la blessure de Richard des années auparavant semblait être un retournement de situation incroyable. L'histoire s'est encore davantage dénouée lorsque le médecin a révélé que Richard s'était blessé lors d'une dispute avec son ex-femme, une dispute survenue parce qu'il l'avait trompée. Il avait volé ses objets de luxe et de l'argent. De façon choquante, il avait également feint la démence à l'époque, manipulant son épouse pour qu'elle baisse sa garde avant de commettre la fraude. Ce schéma de feindre d'être malade pour faciliter sa tromperie était révoltant. Entendre parler du passé criminel de Richard et de son emprisonnement a été un choc. Je n'avais pas enquêté sur les antécédents de Richard avant de l'épouser. Ayant été seule la majeure partie de ma vie, j'étais simplement heureuse de trouver quelqu'un prêt à être mon partenaire. L'avertissement sévère du médecin, selon lequel Richard pourrait être un danger pour moi, m'a glacée.
Il y avait une gravité dans son ton qui ne laissait aucun doute sur le sérieux de la situation. La réalisation m'a frappé de plein fouet, j'avais été dupée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lutté pour agir normalement autour de Richard, tout en planifiant secrètement mes prochains pas. J'ai décidé d'installer des caméras de sécurité chez nous pour surveiller les activités de Richard en mon absence. Environ une semaine plus tard, j'ai remarqué qu'une montre et un sac à main avaient disparu. En vérifiant les images de la caméra, j'ai vu Richard quitter la maison avec ses objets et revenir plus tard avec une liasse de billets, semblant étrangement satisfait de lui-même. Son comportement n'était pas celui de quelqu'un souffrant de dépression. Ces images ont confirmé mes pires craintes, Richard était derrière le vol de mes objets, de la voiture, et de nos économies. Faire face à la dure réalité de sa tromperie a été dévastateur. Richard avait menti et m'avait manipulé, trahissant la confiance que j'avais placée en lui. Il était clair que je devais prendre des mesures importantes contre quelqu'un qui avait faim d'être vulnérable et dans le besoin de soins, seulement pour exploiter ma compassion et ma générosité. La réalisation que Richard avait trahi ma confiance était insupportable. J'avais consacré ma vie à travailler et à prendre soin de ce que je pensais être un partenaire malade. Un divorce semblait une réponse insignifiante face à la profondeur de la déception que j'avais subie. Il était évident que nous devions nous séparer, mais je voulais plus qu'une simple séparation. Je voulais que Richard comprenne vraiment la gravité de ses actes et qu'il fasse amende honorable pour les torts qu'il avait causés. Le cœur lourd et les larmes menaçant de couler, j'ai pris les papiers du divorce et les ai remplis minutieusement avec tous les détails nécessaires. Le lendemain, feignant que tout était normal, j'ai informé Richard que je sortirais pour un court instant. J'avais déjà pris un jour de congé au travail, expliquant l'urgence de ma situation à mon employeur, qui avait accepté mon absence soudaine. Au poste de police, j'ai présenté mon cas, montrant aux officiers les vidéos que j'avais capturées des tromperies de Richard. Au début, ils étaient réticents à agir uniquement sur la base de la vidéo. Cependant, après avoir vérifié auprès du magasin de prêt sur gage où Richard avait vendu les objets volés et retrouvé ma voiture vendue comme véhicule d'occasion, les preuves contre lui ont commencé à s'accumuler. Il a également été confirmé qu'il avait accédé illégalement à mes comptes bancaires, et des soupçons ont surgi quant à sa prétendue dépression. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, j'ai été envahi par un mélange complexe de soulagement et de tristesse. La police a décidé d'agir rapidement, compte tenu du casier judiciaire de Richard, et s'est préparée à l'arrêter. En rentrant chez nous avec les policiers en début d'après-midi, j'ai trouvé Richard à la maison, visiblement surpris par ma présence inattendue et la vue des agents. Malgré les papiers du divorce dans ma main, son attention était fixée sur les policiers, tandis que l'un d'eux déclarait son arrestation pour fraude. Richard a protesté, invoquant sa dépression comme défense, mais je connaissais la vérité. Le médecin de l'hôpital général avait déjà clarifié la possibilité qu'il simulait sa condition mentale. À ce moment-là, face aux conséquences légales de ses actes et à la fin de notre mariage, la façade de Richard a commencé à s'effondrer. La décision de prendre cette voie était difficile, mais nécessaire pour me protéger et chercher justice pour la trahison et la manipulation que j'avais subies. Lors de ma récente visite à l'hôpital, un médecin a reconnu Richard pour ses actions passées. Il a révélé que Richard avait simulé une démence une fois pour tromper son ex-femme et a exprimé des doutes sur les allégations actuelles de dépression de Richard. Malgré ces accusations graves, Richard est resté impassible face à la police, niant tout avec désinvolture. C'était comme si son histoire de tromperie l'avait préparé pour ce moment, sans montrer aucun signe de culpabilité ou de remords. Richard nous a défiés, exigeant des preuves de ses actions frauduleuses. Son audace était déconcertante, surtout avec la police présente, prête à l'arrêter sur la base de preuves solides. Cela indiquait clairement sa manipulation habituelle et sa sous-estimation de la gravité de la situation. Pendant 4 ans, il m'a menti, profitant de ma confiance pour me voler et abuser de ma bonne volonté. Cependant, dans un retournement tordu de la culpabilité, Richard a suggéré que c'était ma faute d'avoir été aussi confiante, m'insultant encore plus. Son audace était impressionnante. Je l'avais soutenu, espérant sa guérison, pour être récompensé par trahison et mépris. À ce moment-là, ma patience s'est évaporée. J'ai déclaré mon intention de chercher des conseils juridiques et de demander une pension alimentaire, l'exhortant à faire face aux conséquences de ses actions. Au commissariat,
ma décharge émotionnelle a surpris même les policiers, mais a semblé ébranler la composition de Richard. Finalement, tandis que la police lui passait les menottes, l'insolence de Richard s'est effondrée. Il semblait vaincu, son arrogance remplacée par de la frustration lorsqu'il a été emmené. Observant la scène, je me suis sentie distante, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre se défaire. Depuis l'avertissement du médecin, rien ne semblait réel, mais là, j'étais face à la dure vérité de ma situation, déterminée à avancer avec le chaos que Richard avait créé. Voir Richard emmené par la police semblait surréaliste, presque comme une scène de film. Ce moment marqua un tournant, me permettant d'imaginer un retour à ma vie avant que le chaos du mariage ne me consume. Bien qu'un sentiment de soulagement m'envahisse, sachant que je ne passerai pas mon avenir sous le contrôle manipulateur de Richard, une vague de solitude s'ensuivit. Ayant attendu plus de 47 ans pour me marier, la perspective de la solitude jetait une ombre sur ma liberté nouvellement acquise. 2 mois plus tard, notre divorce a été finalisé. Le processus a été légèrement retardé en raison de l'arrestation de Richard, mais lorsque tout a été officialisé, mes émotions s'étaient déjà calmées, me permettant de réfléchir à notre histoire partagée avec clarté. L'avenir de Richard était incertain, faisant face à la prison pour son 2e crime. Je ne pouvais qu'espérer que cette expérience le conduirait à reconsidérer sincèrement ses choix. Au lendemain de notre mariage, qui s'était dissous en rien de plus qu'un souvenir désillusionné, je me retrouvais à réfléchir à mes prochaines étapes lors d'un déjeuner simple au travail. C'est alors que mon patron, Gérald, s'est approché avec un commentaire casual mais chargé, alors qu'il se joignait à moi avec son déjeuner acheté en magasin. « Je pense que tu serais bien avec moi », a-t-il commenté presque nonchalamment. Ces mots m'ont prise par surprise, et il a fallu un moment pour que leur poids complet soit absorbé, me laissant momentanément stupéfaite. « Oui, je suis sérieux », a-t-il ajouté, voyant mon hésitation, son ton doux mais sincère. Je suis restée sans voix, mon déjeuner momentanément oublié tandis que je traitais sa proposition. Gérald est ensuite retourné au travail, me laissant à contempler son offre inattendue dans un état de perplexité. L'idée d'une relation amoureuse avec Gérald ne m'avait jamais traversé l'esprit, mais je ne pouvais nier le soin et la stabilité qu'il m'avait toujours montré. Sa présence constante et sa nature responsable l'ont soudainement placé sous un nouveau jour, malgré ma réaction initiale de réflexion. Alors que je continuais à manger, les graines de possibilités que Gérald avait plantées ont commencé à prendre racine, suggérant un avenir que je n'avais pas osé imaginer jusqu'à présent. L'idée d'inviter Gérald à un repas après le travail a éveillé une chaleur en moi, suscitant un sentiment d'espoir pour l'avenir. Peut-être que c'était le moment idéal pour entamer une nouvelle aventure, pour explorer la possibilité de bonheur et de compagnie à nouveau, l'idée de sortir de ma zone de confort et d'entrer dans un nouveau départ. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.